restons sur la thématique américaine avec le gérant Éric Lafrenière qui est à mes côtés. Bonjour Éric. Bonjour. Bienvenue, vous êtes gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Vous gérez le fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion. On va parler du marché américain bien sûr, mais quelques commentaires peut-être sur les enjeux de cette réunion de la Réserve fédérale américaine. Bastien le soulignait, effectivement, ce qui va être très intéressant, au-delà du calendrier du tapering, c'est la projection et les horizons de prévision qui vont être allongés à 2024 du côté de la Réserve fédérale américaine. Oui, tout à fait. Bastien a fait un bon résumé de la situation. En fait, le marché aujourd'hui a acté que le début du tapering serait cette année. Je pense que tout le monde a écarté un début sur la réunion de septembre. Il y a trop d'événements qui tournent autour de cet événement. Et aussi, on a pu constater depuis fin juin que les attentes de croissance du PIB américaine ont été sensiblement réduites. On était à 6,7 sur juin. Nous étions à 6,2 sur août et les dernières données sont autour de 5,9 pour 2021. Ah oui. À côté de ça, on a donc ce ralentissement, en tout cas du PIB, ou je dirais plutôt ce décalage sur 2022 de cette progression du PIB. Et ce qu'on peut constater, c'est que les données de confiance des ménages et les données sur le climat des chefs d'entreprise s'est un peu dégradé. Par contre, les données macroéconomiques dites dures, donc les ventes de détail, les productions industrielles et l'emploi, eux sont plutôt bien orientés, malgré les petites craintes qu'on a pu avoir cet été sur une nouvelle vague du Covid. Donc un exercice compliqué pour la Fed, mais qui est déjà en partie pris en compte par le marché. Intéressant ce que vous dites sur la croissance. C'est pas un affaiblissement de la croissance, il faut le voir comme un décalage ou un report dans le temps de la croissance finalement. On va reporter une partie de la croissance de reprise qu'on avait anticipée pour 2021, va se reporter sur 2022. Oui, tout à fait. On a eu un ralentissement de cette croissance lié à plusieurs événements. On a donc les problèmes d'approvisionnement qu'on peut voir. On a eu des problèmes sur la main-d'œuvre avec les aides qui ont duré jusqu'à début septembre, qui maintenant sont disparus, donc on devrait voir plus grande partie de la population américaine retourner au marché du travail, et on l'avait eu avec les craintes liées au Covid ou les reprises de Covid qui aujourd'hui semblent quand même relativement bien maîtrisées. Donc une partie de cette croissance sera sans doute reportée sur 2022 au fur et à mesure. Donc on risque d'avoir une amélioration sur une durée plus longue, mais moins forte sur le départ qu'attendu dans les derniers mois. Et ça, globalement, pour un gérant action, c'est bon quand même. C'est plutôt positif. Non, mais c'est ça qu'il faut avoir. C'est plutôt. Au moment où on va parler du mois de septembre, mais au moment où la situation est un peu plus compliquée sur les marchés, il faut avoir cette perspective en tête quand même. Tout à fait. Et on en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour des programmes de rachat de titres et des politiques de retour aux investisseurs sur les actions américaines qui sont de plus en plus intéressantes. Ouais. Comment vous regardez ce mois de septembre sur les marchés, qui est toujours un mois compliqué? On en discutait même avant l'émission. Vous avez quelques chiffres intéressants là-dessus. Éric, c'est même plus qu'un mois compliqué. C'est historiquement un des rares mois négatifs de l'année. Si on regarde depuis 1950, le marché en septembre a donné une performance négative d'environ moins 0,5%. Ouais. Et une autre, c'est une anecdote, mais c'est une statistique qui est quand même intéressante. Si vous aviez investi $100 au mois de septembre 1969 et réinvesti tous les mois de septembre depuis 1969, avant le début de ce mois de septembre... Donc acheteur début septembre, vendeur fin septembre, vous faites ça tous les ans depuis 1969. Exactement, votre $100 vaudrait aujourd'hui $70. Donc c'est quand même un mois qu'il faut généralement éviter. Ouais. Et en plus, ce mois de septembre est quand même agrémenté d'un certain nombre d'autres événements, avec, on en parlait tout à l'heure, la réunion de la Fed, le plafond de la dette, la situation autour d'Evergrande et des marchés actions qui étaient quand même sur des niveaux relativement élevés et avec une reprise depuis, si on regarde février 2020, plutôt impressionnante sur les marchés américains. En tant que gérant action américaine, Éric, est-ce que le sujet Evergrande est un sujet pour vous ? C'est un sujet si le gouvernement chinois laisse la situation se dégrader de façon trop importante, puisqu'il y a quand même un impact sur un certain nombre de secteurs, notamment les matières premières, qui est un secteur qu'aujourd'hui on a surpondéré dans le fonds américain. Donc et un ralentissement de la croissance en Chine, parce que ça peut avoir un impact sur la croissance chinoise, et pas bon non plus pour l'Europe, notamment l'Allemagne ou les États-Unis de façon globale. Donc bien entendu, il faudra être très vigilant. On en parlait tout à l'heure
l'heure, donc 84 millions à rembourser ce jeudi. Le consensus semble être un défaut à ce stade. Sur les 670 millions qu'il y a à rembourser avant la fin de l'année et les 300 milliards de dettes de la société. Donc, a priori, en tout cas les dernières informations que nous on a pu avoir, qu'on a pu lire avec nos prestataires de recherche, c'est qu'il y a une solution de restructuration qui est en cours. Après, le gouvernement chinois, je crois, veut limiter la spéculation autour de l'immobilier en Chine, donc voudra quand même avertir le marché. Faudra être vigilant qu'en allumant la mèche, il n'y a pas trop de dégâts derrière. Ouais, vous dites, parce qu'on se rassure, on se dit que c'est le défaut le plus prévisible de l'histoire. Ça fait des mois qu'on parle d'Evergrande. Là, toutes les agences nous disent qu'il y aura un défaut jeudi. Donc, quand on est dans la logique de marché, on se dit, bon, puisque tout le monde l'a identifié, le risque, finalement, ce sera un non-événement. Vous dites, attention, ça reste quand même un défaut. Et un défaut, même s'il est anticipé, même s'il est prévu, même si on s'y prépare, ça reste quand même un événement de crédit, comme on dit. Exactement. Et il ne faudrait pas laisser les événements s'emballer dans une situation où les marchés sont relativement nerveux. Donc, il faudra quand même être vigilant sur ce point-là. Bon, quelle est la vision prospective que vous avez pour le marché américain, donc au-delà du mois de septembre, qui s'annonce comme un mois faible, peut-être, il reste encore 2 semaines devant nous, mais on voit bien que le buy the dip a été peut-être un peu moins évident cette fois-ci, nous disent les stratégistes. En tant que gérant action, stock picker, comment vous voulez être exposé aujourd'hui sur cette thématique américaine? Est-ce que les choses ont changé depuis ces derniers mois? Donc, ce qu'il faut regarder, donc, sur le mois de septembre en soi, on est entre -3 et -4 à la clôture d'hier soir, qu'on regarde le Russell, le S&P, le Nasdaq ou le Dow Jones. Donc, voilà, c'est un constat d'encore un mois de septembre relativement faible. Le marché a besoin de respirer. Je pense que c'est dans ces événements-là qu'il faut prendre un peu de recul et regarder ses convictions et surtout garder ses convictions et ne pas nécessairement chambouler ses portefeuilles. Ce qu'on avait pu constater, c'est que depuis fin mars, on a une sous-performance des petites capitalisations avec un Russell 2000 qui a une performance négative et un Dow Jones qui est autour de 5-6% de perf, alors que le S&P et le Nasdaq sont plutôt autour de 10-11% dividendes réinvestis en dollars. Donc on a eu, après la surperformance de la value des valeurs cycliques entre octobre et mars l'année dernière, on a une sous-performance de ces secteurs sur les derniers mois. Et tout ça, quelque part, est aussi lié à la courbe des taux longs. Le 10 ans américain avait touché un 77,7 de mémoire en mars. On a touché un point 1,20 je crois au point bas, on est aujourd'hui autour d'un 32, un 33. Pour moi, sauf événement majeur hors de notre contrôle, les taux sont trop bas aujourd'hui, la courbe doit se repentifier, ce qui devrait bénéficier à ces valeurs dites cycliques. Et donc notre fonds est positionné pour en bénéficier sur la fin de l'année. On avait remis un biais croissance qu'on a réduit à partir de juillet pour se remettre sur des valeurs plus cycliques. Donc nous avons une position surpondérée sur les financières américaines, sur le secteur de l'énergie, sur la consommation discrétionnaire et sur les matières premières. Ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure, donc on regarde les financières américaines ont réduit leur politique de retour aux actionnaires d'environ 45% depuis le début de cette crise, alors que les profits ont progressé de 21%. Donc on devrait avoir une accélération de ces programmes de rachat de titres. C'est similaire, pas de la même ampleur, mais on peut le voir aussi sur le secteur de la tech et un certain nombre d'autres secteurs US. Donc les politiques de rachat de titres devraient venir en soutien au marché. Et ce qu'on peut également constater, pour moi, nous sommes dans un nouveau cycle de croissance des bénéfices des entreprises américaines qui devrait durer encore quelques trimestres. C'était la question. Est-ce que si on se projette déjà sur 2022, et c'est la fonction d'anticipation du marché, est-ce que justement, quand on regarde les fondamentaux des entreprises, les perspectives bénéficiaires, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée que non seulement en agrégé, les bénéfices des entreprises américaines ont déjà récupéré les niveaux pré-Covid et dépassé les niveaux pré-Covid, vous ne seriez pas surpris que 2022 soit encore une année d'amélioration à 2 chiffres peut-être des bénéfices américains, ou est-ce qu'à un moment ça devient compliqué? Bien entendu, on n'aura pas une progression aussi forte qu'on a pu avoir cette année. Les effets de base déjà seront un peu difficile, mais qu'on ait une croissance des bénéfices dans les high single digits jusqu'au mid double digits, c'est pas impossible. On est vraiment dans un cycle on en parlait tout à l'heure, j'étais au Canada, et les États-Unis c'est un scénario similaire. Il y a quand même une très très forte reprise économique. Donc sauf événement majeur avec vraiment une accélération d'un nouveau variant du virus qui force à tout fermer, ce qui n'a pas été le cas donc je vois quand même une progression
progression assez sensible des marchés américains. Et d'ailleurs, même pour cette année, moi je suis plutôt acheteur sur les replis. Qu'on ait un S&P à 4008 en fin d'année ne me choquerait pas. Question des salaires, enfin de la hausse des coûts en général pour les entreprises, vous dites c'est encore quelque chose d'absorbable quand on regarde notamment les grands corporates du S&P 500, qui ne sont pas toute l'économie américaine, bien sûr. Exactement, mais ce qu'il faudra surveiller avec attention, ce seront les chiffres de septembre et d'octobre sur les salaires, puisqu'on on a eu la fin des aides début septembre, donc les gens vont soit devoir prendre sur leur épargne, soit devoir retourner travailler. Donc avec cette main-d'œuvre additionnelle qui va se présenter sur le marché du travail. La négociation sera un peu différente. Est-ce qu'on aura une stabilisation quelque part de cette progression des salaires, sachant que la consommation qui, elle, pour le moment, paraît quand même assez bonne et le gros soutien de l'économie américaine. Vous l'avez dit d'un mot, Eric, avant d'être gérant action américaine chez Richelieu Gestion, vous êtes Canadien. Oui, tout à fait. Et je voulais pas rater cette occasion de dire un mot justement. Alors, les élections canadiennes donnent visiblement un résultat favorable à Justin Trudeau, qui est reparti pour un 3e mandat sans doute. Ça reste une demi-victoire quand même pour Trudeau et les libéraux qui l'accompagnent, puisqu'il n'aura toujours pas de majorité pour gouverner. Oui, en fait même moins qu'une demi-victoire, je pense. Moins qu'une demi-victoire. En fait, le scénario de M. Trudeau était d'appeler des élections anticipées pour obtenir une majorité, donc plus de 177 sièges, pour pouvoir avoir plus de marge de manœuvre pour négocier cette sortie de crise. Et je crois qu'il avait 155 sièges lors du dernier mandat et il doit gagner 1 ou 2 sièges. Donc rien de visiblement plus fort que ce qu'il avait. Et on parle c'est une anecdote là aussi, mais l'élection la plus chère de l'histoire du Canada avec plus de 600 millions de dollars dépensés. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et surtout qu'on se retrouve avec une situation similaire qu'on a eue après l'élection de M. Biden aux États-Unis. On se retrouve quand même avec une population relativement divisée sur un certain nombre de sujets importants. On en parle, la vaccination, les dépenses de santé, le taux d'imposition des entreprises, des plus hauts revenus. Il y a beaucoup de sujets qui ont quand même divisé la population. On sait que le mandat de M. Trudeau est quand même relativement libéral gauche. Il y a des politiques assez favorables aux familles, à l'éducation, à la santé, à l'environnement. Donc on va voir comment il va réussir à naviguer ces sujets avec certes la majorité inférieure à ce qu'il aurait pu, une forme de statu quo, on va dire, sur le setup politique canadien aujourd'hui. Oui, avec les conservateurs qui ont gagné quelques sièges, en tout cas dans les dernières données que j'avais vues, qui semblait gagner quelques sièges. Voilà. C'est un marché qu'on retrouve dans le fond Richelieu américain. Oui, tout à fait. Eric. On a quelques belles pépites au Canada, dans tous les secteurs d'ailleurs. Nous, dans le fond, on en a environ 14%. Ce qui est quoi? Beaucoup? Ce qui est beaucoup, puisqu'il n'y en a pas dans l'indice. Oui, ce qui est un choix, choix assumé. Il y en a beaucoup, il y en a pas du tout dans notre indice, qui est le stock 500 USA, l'équivalent du S&P 500. Donc c'est une déviation assez forte par rapport à l'allocation géographique de notre indice, mais une déviation assumée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est on pense au Canada, on pense à l'énergie, on pense aux matériaux principalement, mais le secteur de la tech canadien est un secteur qui est en pleine forme. On parle beaucoup de Shopify, je ne sais pas si... non, j'ai pas Shopify. C'est un flagship, mais c'est un emblème de cette tech canadienne. Et quand on a vu, vous l'avez sans doute vu, le gouvernement chinois qui avait un petit peu essayé de réguler son système de la tech autour de l'éducation, du commerce et autres, on a vu beaucoup de flux qui sont revenus sur les techs canadiennes pour ce qui devait être se repositionner. Donc ça a donné aussi un petit coup de vent favorable aux techs canadiennes. Merci beaucoup Eric, merci pour vos remarques du jour et l'analyse de ce marché américain, nord-américain dans son ensemble. On aura pu parler du Canada avec vous. Eric Lafrenière qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Voilà pour cette édition de la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.